La fille du chauffeur privé a remplacé son père au travail après sa maladie, mais quand le PDG l'a vu, il est tombé follement amoureux. Les immeubles de Montreuil, avec leurs façades vieillies et leurs balcons encombrés de plantes en pot, formaient le décor familier de Claire Dubois depuis sa plus tendre enfance. À 24 ans, elle connaissait chaque virage, chaque épicerie, chaque bruit propre à ce quartier modeste, lové à l'est de Paris. Fille unique de Jean-Luc Dubois, chauffeur privé depuis plus de 15 ans pour une société de technologie installée près de la Défense, elle avait grandi entre les récits silencieux d'un homme discret et la mélodie d'un quotidien sans éclat. Claire n'était pas du genre à se plaindre. Elle avait appris très tôt à observer plutôt qu'à parler, à comprendre sans poser trop de questions. Après avoir abandonné ses études de lettres pour soutenir son père, lorsque sa santé avait commencé à décliner, elle avait enchaîné les petits emplois, toujours dans l'ombre, toujours dans la retenue. Pourtant, sous ses cheveux châtains attachés en queue de cheval, et derrière ses yeux noisettes attentifs, se cachait une détermination douce, mais inébranlable. Un matin de début d'automne, alors que l'air portait encore les traces tièdes de l'été, Jean-Luc rentra chez eux, le teint plus pâle que d'ordinaire, le souffle court. Il posa son sac sans un mot, s'adossa au mur de l'entrée, puis glissa lentement jusqu'au sol. Claire se précipita. Le diagnostic fut sans appel, une infection pulmonaire nécessitant un repos strict. Les médecins étaient clairs. Ils ne pourraient pas reprendre le travail avant plusieurs semaines. Ce soir-là, dans leur cuisine étroite, entre 2 tasses de tisane, Claire prit une décision qui allait bouleverser leur quotidien. Elle n'avait jamais touché au volant de la berline noire de son père, mais elle connaissait ses trajets par cœur, ses horaires, les codes silencieux du métier. Elle savait qu'Étienne Moreau, le PDG que Jean-Luc conduisait chaque jour, n'aimait ni les retards ni les surprises. Pourtant, elle se disait qu'elle pouvait peut-être faire illusion. Juste le temps nécessaire, juste assez pour éviter que son père perde ce poste auquel il tenait tant. Le lendemain, à l'aube, vêtue d'une chemise blanche sobre, d'un pantalon noir impeccable et d'un manteau long emprunté à une voisine, Claire prit le volant pour la première fois. Le cuir froid du siège conducteur, l'odeur discrète du parfum masculin imprégné dans l'habitacle, la tension de la pédale d'embrayage sous son pied, tout lui semblait à la fois étranger et familier. Elle inspira profondément, réajusta le rétroviseur et démarra. Arrivée devant l'immeuble haussmannien où résidait Étienne Moreau, elle consulta sa montre. 7h53. Elle sortit de la voiture, se positionna avec calme devant la porte arrière droite et attendit. À 8h précises, la porte d'entrée s'ouvrit. Étienne descendit les marches d'un pas vif, vêtu d'un costume anthracite parfaitement taillé, les cheveux tirés en arrière, l'expression aussi impassible que sur les photos de presse que Claire avait vues. Lorsqu'il leva les yeux et aperçut la jeune femme tenant la portière, son pas ralentit légèrement, à peine perceptible. Il s'arrêta un instant, la regarda, un pli discret apparaissant entre ses sourcils. « Bonjour », dit-elle simplement. « Monsieur Moreau ?» Il acquiesça, l'observant toujours, comme s'il cherchait à comprendre une énigme. Puis il entra dans la voiture sans un mot. Claire referma la portière avec précaution, reprit sa place au volant et lança doucement le moteur. Le silence s'installa, dense et presque solennel, seulement troublé par le ronronnement discret du véhicule et les clignotants réguliers. Les rues de Paris défilaient, encore à moitié endormies, entre les boulangeries ouvrant leurs volets et les cyclistes pressés. Claire jetait de temps à autre un coup d'œil dans le rétroviseur. Étienne regardait par la fenêtre, pensif, les bras croisés. Elle se concentra sur la route, déterminée à accomplir son devoir du mieux possible. À l'approche du boulevard Haussmann, il prit la parole, sa voix grave tranchant avec le silence installé. « Vous êtes la fille de Jean-Luc » Elle acquiesça, sans détourner les yeux. « Il est malade », expliqua-t-elle simplement. « Il m'a demandé de le remplacer quelques jours. Je suis désolé si cela pose un problème. » Il resta silencieux quelques secondes, puis répondit d'un ton neutre. « Non, ce n'est pas un problème. » Le reste du trajet se fit sans un mot. Mais Claire, en jetant un dernier regard dans le rétroviseur avant qu'il ne sorte, aperçut une chose inattendue. Un léger sourire, fugace mais bien réel, étirant les lèvres du jeune PDG. Il ne la regardait pas, mais quelque chose avait changé. Elle n'aurait su dire quoi, ni pourquoi, mais elle le ressentit. Comme si, sans le savoir, elle venait de franchir une frontière invisible. Elle gara la voiture à l'endroit habituel, coupa le moteur
et attendit qu'il sorte. Étienne descendit, jeta un regard furtif dans sa direction, puis disparut dans le hall du bâtiment en marbre. Claire resta un instant immobile, le cœur battant mais le visage impassible. Elle ne savait pas ce qui l'attendait les jours suivants. Mais elle pressentait, sans pouvoir l'expliquer, que rien ne serait plus tout à fait comme avant. Le lendemain matin, Claire s'était levée plus tôt que nécessaire. Elle avait passé une grande partie de la nuit à repenser à son premier trajet, à l'échange bref mais marquant avec Étienne Moreau, à ce moment étrange où, dans le rétroviseur, elle avait cru surprendre quelque chose d'inattendu sur son visage, une curiosité naissante, peut-être même une forme d'étonnement qu'il n'avait pas pris la peine de dissimuler, mais au réveil, elle avait tout remis à sa place. Elle était là pour rendre service à son père, rien de plus. Ce monde n'était pas le sien. Elle n'avait aucune raison d'imaginer autre chose. Vêtue d'une tenue encore plus sobre que la veille, elle s'installa au volant à 7h45 précise. Comme la veille, elle quitta Montreuil, traversa la ville avec aisance, esquiva les embouteillages avec la dextérité acquise dans l'observation silencieuse des trajets paternels. Paris s'éveillait lentement, ses rues se remplissant de cette agitation prévisible et rassurante. À 8h précises, Étienne Moreau sortit de son immeuble. Cette fois, il la regarda un instant de plus avant d'entrer dans le véhicule. Le trajet débuta dans un silence similaire à celui de la veille, mais l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus le silence de deux inconnus, mais celui d'une attente suspendue. Étienne, installé à l'arrière droit comme toujours, regardait fixement par la fenêtre. Pourtant, Claire sentait son regard dériver parfois vers le rétroviseur. Elle le percevait sans le voir, comme on ressent une présence derrière soi. À mi-parcours, sa voix brisa enfin la distance feutrée. « Depuis combien de temps savez-vous conduire ce type de véhicule ?» Claire répondit sans détour, ses yeux fixés sur la route. « Je n'en avais jamais conduit avant-hier, mais j'ai observé mon père pendant des années. J'ai appris à anticiper les réactions, à connaître les trajets, à comprendre les attentes. Je savais que je pouvais gérer. » Un silence suivit, mais il n'était pas vide. Étienne semblait analyser ses mots, leur ton, leur franchise. Il n'était pas habitué à ce genre de réponse. Il travaillait dans un monde où chaque phrase était filtrée, chaque parole pesée selon son utilité ou son avantage stratégique. Avec elle, il n'y avait pas de façade, juste une simplicité directe qui, étrangement, désarmait. « Vous êtes étudiante ?» demanda-t-il ensuite. Claire inspira doucement. « Je l'étais. Lettres modernes, à l'université Sorbonne Nouvelle. Mais j'ai arrêté. Mon père a eu quelques problèmes de santé il y a 2 ans. J'ai préféré travailler. On n'a pas vraiment de famille pour nous aider. » Elle ne regrettait pas sa décision, mais c'était la première fois qu'elle la formulait aussi simplement. Étienne ne répondit rien. Elle sentait pourtant que chaque mot qu'elle avait prononcé s'était imprimé quelque part en lui. Ils arrivèrent devant l'immeuble de l'entreprise quelques minutes plus tard. Étienne mit un instant avant de sortir. Lorsqu'il ouvrit enfin la porte, il se tourna légèrement vers elle. « Je vous remercie, Claire. » C'était la première fois qu'il prononçait son prénom. Le 3e jour fut différent. Au lieu du traditionnel silence, Étienne parla presque dès le début du trajet. Il évoqua la météo, les embouteillages sur le périphérique, la fermeture de certaines lignes de métro. Des banalités, certes, mais dites avec une légèreté inattendue. Claire répondait brièvement, poliment. Elle ne savait pas comment interpréter ce changement d'attitude, mais elle décida de ne pas lui donner plus d'importance qu'il n'en méritait. Pourtant, à la fin du trajet, Étienne demanda « Je peux faire une requête particulière ?» Claire acquiesça, surprise. « À partir de demain, j'aimerais que ce soit vous, et non un autre chauffeur qui m'accompagne, même si votre père revient. Cela ne pose pas de problème ?» Claire, déstabilisée, hésita une fraction de seconde avant de répondre. Ce n'était censé être que temporaire. Mon père reprend vite, je pense. Je le sais, mais je préfère que ce soit vous, si vous êtes d'accord, évidemment. Elle accepta sans savoir pourquoi, peut-être parce qu'il l'avait regardée autrement, peut-être parce qu'il ne lui parlait pas comme à une subordonnée, peut-être parce qu'elle ne voulait pas encore retourner à ce quotidien de petits boulots sans âme. Les jours suivants s'enchaînèrent avec une régularité étrange. Chaque matin, elle le conduisait, toujours ponctuel, toujours concentré. Mais les silences devinrent moins lourds, les conversations plus fréquentes. Étienne posait des questions anodines, puis parfois plus personnelles. Elle répondait avec la même honnêteté discrète, sans chercher à plaire, sans chercher à séduire. Et peut-être était-ce cela justement qui le troublait.
Un soir, alors qu'elle le déposait devant un événement professionnel dans un hôtel particulier du 16e arrondissement, Étienne resta un instant dans la voiture avant de descendre. Il observait son propre reflet dans la vitre, pensif. « Claire, dit-il en posant la main sur la poignée de la porte, est-ce que vous avez déjà pensé à ce que vous feriez si vous aviez la liberté de tout recommencer à zéro ?» Elle tourna légèrement la tête vers lui, surprise. « Je ne sais pas, répondit-elle. Peut-être ouvrir une petite librairie, loin d'ici, à Arles ou à Dinan. Quelque chose de simple, un endroit où les gens viennent encore parler de livres sans chercher à impressionner. » Il la regarda et cette fois ses yeux trahirent quelque chose, un trouble, une faille, comme si cette idée, pourtant banale, avait réveillé en lui un souvenir qu'il pensait oublier. « C'est une belle idée, » murmura-t-il. Puis il sortit de la voiture et disparut dans la lumière dorée de l'entrée. Ce soir-là, Claire rentra à Montreuil avec un poids étrange sur la poitrine. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle sentait que quelque chose avait glissé, que cette ligne invisible entre deux mondes, entre deux vies, venait de se fissurer. Elle n'avait rien cherché, elle n'avait rien demandé. Mais Étienne Moreau n'était plus seulement le patron de son père. Il devenait peu à peu une présence qu'elle ne pouvait plus ignorer. Et elle savait, au fond d'elle, que cette situation ne pourrait durer longtemps sans conséquence. Les journées s'enchaînaient avec une régularité presque troublante. Claire arrivait chaque matin à l'heure exacte, souvent quelques minutes en avance, comme si elle redoutait de laisser place au moindre imprévu. Elle avait pris l'habitude d'ajuster légèrement le rétroviseur intérieur avant de démarrer, non par nécessité de visibilité, mais parce que c'était là qu'elle pouvait parfois croiser, fugitivement, le regard d'Étienne. Ces échanges visuels n'étaient jamais prolongés, toujours discrets, mais ils suffisaient à troubler l'équilibre précaire qu'elle s'efforçait de maintenir. Étienne, de son côté, ne faisait plus semblant de l'ignorer. Il lui parlait désormais presque chaque jour, sur un ton neutre mais sincère, posant des questions dont la légèreté initiale cachait un intérêt plus profond. Il ne cherchait pas à la flatter, ni à la déstabiliser. Il cherchait à comprendre, à saisir pourquoi cette jeune femme, aux vêtements simples et au regard franc, occupait soudain ses pensées au milieu des contrats à plusieurs millions d'euros, des réunions stratégiques et des jeux de pouvoir incessants. Elle ne ressemblait à personne de son entourage. Elle n'avait ni l'arrogance ni l'ambition affichée de celle qu'il croisait dans les dîners professionnels, et c'est justement ce décalage qui le fascinait, bien malgré lui. Au fil des trajets, il commença à remarquer des détails qui, autrefois, lui auraient échappé. La manière dont Claire jetait des coups d'œil curieux à travers les vitres, comme si chaque rue de Paris lui racontait une histoire. La façon dont elle écoutait attentivement ses paroles, sans jamais chercher à les commenter ou à les corriger. Son silence respectueux, mais jamais vide. Elle n'était pas en train d'attendre qu'il la remarque. Elle vivait simplement ce rôle temporaire, avec une rigueur tranquille qui lui donnait une aura d'authenticité rare. Un matin, alors qu'il s'installait dans la voiture, il lança une phrase à voix basse, presque pour lui-même. « On dirait que Paris vous parle. » Claire, surprise, esquissa un sourire discret. C'est une ville bavarde. Il faut juste apprendre à l'écouter. Ce jour-là, Étienne resta silencieux pendant tout le trajet, mais son regard ne quitta presque jamais le reflet du rétroviseur. Très vite, une demande inhabituelle fut adressée au service de gestion du personnel. Toutes les missions de transport d'Étienne Moreau devaient désormais être assurées exclusivement par Claire Dubois. Le motif invoqué était vague, simplement noté comme « préférence personnelle pour continuité de service ». Claire fut informée par un appel neutre de l'assistante d'Étienne. Elle accepta sans poser de questions, bien qu'un mélange de satisfaction et de méfiance s'était installé en elle. Elle ne savait pas si elle devait être flattée ou inquiète. Jean-Luc, toujours convalescent à la maison, accepta la situation avec pragmatisme. Il n'était pas dupe, mais il connaissait sa fille, savait qu'elle ne s'aventurerait pas dans un terrain glissant sans y avoir réfléchi. Il lui glissa cependant un soir entre deux cuillerées de soupe. « Rappelle-toi, Claire, ce monde-là, ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas une question de valeur, mais de règles. Et les leurs sont souvent silencieuses, mais tranchantes. » Claire ne répondit pas, mais les mots de son père résonnèrent en elle longtemps après. Au fil des semaines, une tension subtile mais croissante s'installa. Elle n'avait rien d'explosif. C'était une tension de gestes retenus, de regards prolongés un peu trop longtemps, de silences emplis de pensées non dites.
Étienne n'avait jamais fait le moindre geste déplacé, jamais émis la moindre parole ambiguë. Et pourtant, Claire sentait que quelque chose échappait à leur contrôle mutuel, comme une ligne invisible franchie sans qu'aucun des deux ne l'admette. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à partir après l'avoir déposé, Étienne sortit brusquement de l'immeuble et s'approcha de la voiture. « Claire, vous avez une minute ?» Elle hocha la tête, surprise. Il ouvrit la portière passager avant, s'installa à côté d'elle et resta silencieux quelques instants. Elle attendit, les mains posées sur le volant, sans tourner la tête. « Vous savez, j'ai l'habitude que les gens me regardent comme un homme de chiffres, un décideur, un exécutant froid. Ce n'est pas faux. J'ai grandi avec cette image. Mon père a bâti un empire en me répétant qu'il ne fallait jamais laisser les émotions brouiller le jugement. » Claire ne dit rien. Elle n'était pas certaine de la raison de cette confession soudaine, mais elle sentait qu'il cherchait quelque chose, peut-être pas une réponse, mais une écoute. « Mais avec vous, reprit-il, je sens que je suis observé autrement. Pas comme un patron, pas comme un symbole, juste comme un homme. » Elle tourna la tête lentement vers lui. Dans la pénombre, son visage était à moitié éclairé par les réverbères de la rue. Elle plongea ses yeux dans les siens sans ciller. « Peut-être parce que je n'ai rien à gagner à vous voir autrement. » Il la fixa encore un moment, puis sourit faiblement, un sourire mélancolique, presque résigné. « C'est pour cela que je ne veux plus que ce soit quelqu'un d'autre qui me conduise. » Il descendit sans ajouter un mot, referma la portière doucement, puis disparut à nouveau dans la nuit parisienne. Claire, immobile, sentit un frisson parcourir son dos. Ce qu'elle avait pressenti depuis plusieurs jours se confirmait. Étienne Moreau n'était plus seulement intrigué. Il était attiré, désarmé, troublé. Et elle, malgré tous ses principes, malgré sa prudence, n'était pas certaine de pouvoir rester indifférente encore longtemps. Ce lien, né dans le silence d'un habitacle luxueux, prenait une forme de plus en plus claire, et bien que ni l'un ni l'autre ne l'ait nommé, il devenait évident que ce jeu discret entre deux mondes si différents ne pourrait se poursuivre sans risque. Car si la curiosité d'Étienne se transformait en quelque chose de plus fort, de plus profond, alors Claire allait devoir choisir, rester fidèle à sa place ou oser franchir la limite, au prix d'un bouleversement qu'elle ne pourrait jamais anticiper. Le ciel de Paris s'assombrissait lentement, recouvrant les toits d'ardoise d'une teinte bleutée presque irréelle. Le vent glissait entre les ruelles étroites de Saint-Germain-des-Prés, brassant les feuilles mortes, au rythme du pas rapide des derniers travailleurs pressés de rentrer chez eux. Claire, quant à elle, s'apprêtait à effectuer son dernier trajet de la journée. Étienne avait eu une réunion tardive avec les actionnaires de la branche européenne et, comme souvent ces dernières semaines, il avait insisté pour qu'elle l'attende. Elle n'en avait pas discuté avec Jean-Luc, préférant épargner à son père les détails d'une proximité qui, bien qu'inofficielle, commençait à devenir trop évidente. Il était un peu plus de 22 heures lorsque les portes vitrées du bâtiment s'ouvrirent. Étienne sortit en ajustant sa cravate d'un geste mécanique. Il semblait épuisé, mais pas tendu, plutôt absorbé. Il s'installa à l'arrière du véhicule sans dire un mot. Claire démarra, suivant la route habituelle vers son domicile. Mais à mi-chemin, alors qu'il traversait le pont Alexandre III, Étienne rompit le silence avec une voix plus douce que d'habitude. « Vous avez mangé quelque chose ce soir ?» Claire, concentrée sur la circulation encore dense, malgré l'heure tardive, répondit simplement « Non, je comptais préparer quelque chose en rentrant. Ce n'est pas grave. » Un silence, suivi d'un soupir presque imperceptible. « Il est tard, et vous avez déjà fait plus que votre part aujourd'hui. Il y a un petit restaurant discret non loin d'ici, pas très formel. Si cela ne vous met pas mal à l'aise, j'aimerais vous y inviter, pour vous remercier. » Claire hésita. Chaque fibre de son corps lui hurlait de refuser poliment. Elle savait qu'accepter ce dîner reviendrait à briser une barrière qu'elle avait jusqu'alors protégée avec soin. Mais elle savait aussi qu'un refus trop abrupt pourrait installer une distance différente, plus froide, que même elle ne souhaitait pas réellement. Alors, après quelques secondes, elle répondit sans détour « D'accord, mais seulement si ce n'est pas un dîner d'affaires déguisé. » Étienne sourit légèrement, soulagé. « Je vous le promets, aucune stratégie ce soir, juste deux personnes qui mangent après une longue journée. » Le restaurant était discret, presque invisible depuis la rue. Une enseigne modeste, quelques tables en bois clair, des murs tapissés de livres anciens. Le genre d'endroit que l'on ne découvre que par recommandation ou pur hasard. Le serveur les installa à une table dans un coin calme,
près d'une étagère bancale où reposaient des volumes fatigués de poésie française. Le menu était court, simple, entièrement rédigé à la main sur un tableau noir. Étienne ne consulta même pas la carte. Claire, elle, la parcourut avec un œil attentif. « Je prends le velouté de potiron et le risotto aux champignons, » dit-elle. « Et vous ?»« La même chose. Vous avez l'air de savoir ce que vous faites. » Le ton était léger, presque complice. C'était la première fois qu'ils se parlaient ainsi, sans le filtre des rôles qu'ils jouaient quotidiennement. Lorsque les plats furent servis, ils échangèrent d'abord quelques banalités. La fatigue accumulée, le rythme effréné des dernières semaines, l'hiver qui approchait plus vite que prévu. Mais très vite, la conversation prit une tournure plus personnelle. « Vous avez toujours voulu travailler dans la technologie ?» demanda Claire entre deux bouchées. Étienne secoua la tête. « Non. Mon père, oui. Moi, je voulais devenir éditeur. Créer une maison spécialisée dans les récits d'auteurs indépendants. Mais on m'a convaincu, ou plutôt conditionné, à croire que c'était un caprice d'adolescent. Alors j'ai suivi le chemin prévu. L'école de commerce, les stages internationaux, le poste de direction, les responsabilités, et maintenant, me voilà. À gérer des portefeuilles que je ne lis même plus en détail. » Claire l'observait avec une intensité silencieuse. Ce qu'il disait était sans fioriture. Il ne cherchait pas à l'impressionner. Il se confiait, sincèrement, pour la première fois. « Et vous ? Vos lettres modernes, c'était un choix de cœur ? » ?»« Oui, j'ai toujours aimé la langue, les structures invisibles derrière les textes, les silences entre les phrases. Mais le monde universitaire m'a rapidement paru étouffant, trop théorique. Et puis la maladie de mon père est arrivée. Je n'ai jamais regretté de l'avoir aidé, mais parfois je me demande qui je serais devenu si j'avais continué. » Ils restèrent un moment silencieux, les couverts reposés sur les assiettes vides, les regards posés sur la lumière tamisée de la pièce. Il n'y avait rien de spectaculaire dans cet échange, mais tout y était chargé d'une intensité rare. Deux êtres, issus de mondes distincts, cherchant un espace commun où ils pourraient simplement exister sans calcul ni masque. Après le dessert, une tarte fine aux pommes partagée presque machinalement, Étienne prit un ton plus grave. « Je sais que ce dîner n'est pas anodin. Vous auriez eu toutes les raisons de refuser, et je vous remercie de ne pas l'avoir fait. Je ne sais pas encore ce que cela signifie, mais je sens que ce que je ressens quand je suis près de vous ne ressemble à rien de ce que j'ai connu avant. » Claire le regarda droit dans les yeux. « Moi non plus, je ne sais pas ce que cela signifie. Mais je ne suis pas à vendre, je ne suis pas une distraction. » Il hocha la tête comme s'il acceptait cette mise au point sans la moindre défense. « Je le sais, c'est pour cela que je vous respecte. » Ils quittèrent le restaurant peu après, chacun plongé dans ses pensées. Claire refusa poliment qu'il la raccompagne chez elle. Elle préféra prendre un taxi pour mettre une distance physique entre eux, au moins pour cette nuit. Dans le taxi, regardant les lumières de la ville défiler derrière la vitre, elle sentit quelque chose d'inhabituel monter en elle. Pas de la peur, pas du désir, mais une forme de lucidité aiguë. Elle était entrée dans une zone où les règles n'étaient plus claires, où les décisions auraient des conséquences profondes. Ce dîner n'était pas une parenthèse, c'était un point de bascule. Et désormais, rien ne serait plus tout à fait comme avant. Les jours qui suivirent le dîner à Saint-Germain furent teintés d'un silence chargé de tension. Claire, bien qu'ayant repris son poste de conductrice, avec le même professionnalisme apparent, ne pouvait s'empêcher de repenser à leurs échanges, à ces aveux qui avaient dépassé les frontières du simple rapport entre employeur et employé. Étienne, de son côté, avait retrouvé son calme extérieur, comme s'il s'efforçait de ramener chaque geste, chaque mot, à une stricte normalité. Mais derrière cette façade, les regards persistants, les hésitations à la montée dans le véhicule et les silences prolongés trahissaient un déséquilibre nouveau. Un matin de novembre, alors que le froid parisien s'installait définitivement, Claire arriva au siège de l'entreprise un peu plus tôt que d'habitude. Étienne devait participer à une visioconférence avec des partenaires américains et l'avait expressément demandé. Alors qu'elle attendait dans le véhicule, garé dans le sous-sol du bâtiment pour échapper au vent, elle entendit une voix familière résonner depuis le couloir adjacent, derrière une porte laissée entr'ouverte. Elle reconnut sans peine le timbre plus grave et autoritaire de M. Moreau-Père, rarement présent, mais toujours accompagné d'une réputation d'homme d'affaires impitoyable. « Étienne, tu dois arrêter ces caprices. La fusion avec le groupe Laurent est essentielle. »
Nous avons travaillé des mois sur cette alliance. Camille est parfaite pour ce rôle. Belle, intelligente, avec un nom qui ouvre toutes les portes, tu n'as pas à l'aimer. Tu dois seulement comprendre quelle est la pièce qu'il nous faut pour consolider notre place sur le marché asiatique. Ce n'est pas un mariage, c'est une stratégie. Le silence qui suivit fut si lourd que Claire crut que la discussion était terminée. Mais la voix d'Étienne, plus contenue, se fit entendre à son tour. « Je t'écoute depuis l'âge de 15 ans me dire ce que je dois faire pour préserver l'entreprise. J'ai renoncé à mes envies, à mes rêves. Mais je refuse de construire ma vie sur une façade de convenance. Camille n'est pas une compagne. C'est une inconnue au regard vide. Et je ne sacrifierai pas encore une partie de moi pour un jeu d'alliance commerciale. Ce n'est pas une demande, Étienne. C'est une condition. Si tu refuses, le Conseil réexaminera ta place à la tête du groupe. Ne sois pas naïf. Tout se négocie, même l'amour. Et si tu persistes à jouer les romantiques, tu finiras seul, sans héritage et sans pouvoir. » Un bruit de pas suivit. La porte se referma dans un claquement sec. Claire, pétrifiée, n'avait pas bougé. Elle venait d'entendre bien plus que ce qu'elle aurait dû. La voix de cet homme, dure et calculatrice, résonnait encore dans ses oreilles comme une alerte. Étienne n'était pas seulement confronté à des décisions personnelles. Il était pris au piège d'un mécanisme familial brutal, où chaque émotion devait être transformée en capital, chaque relation analysée comme une ligne de contrat. Lorsqu'Étienne monta dans la voiture quelques minutes plus tard, il était pâle, les traits tirés. Il ne dit rien. Claire non plus. Pourtant, dans le silence de l'habitacle, elle savait qu'il sentait qu'elle savait. Il y avait une tension dans l'air, une fragilité qu'aucun mot ne pouvait masquer. Ce jour-là, le trajet vers le siège fut plus court que d'habitude. Étienne resta figé, le regard perdu dans les immeubles qui défilaient. Lorsqu'il descendit, il ne remercia pas Claire, ne la salua même pas. Il claqua doucement la portière, sans colère, mais avec un détachement douloureux. Claire rentra à Montreuil en métro, ayant exceptionnellement laissé la voiture au garage de l'entreprise pour une révision. Durant le trajet, elle repensa à cette conversation volée. Elle comprenait désormais mieux ce regard chargé de contradictions qu'il posait parfois sur elle. Ce n'était pas seulement de l'attirance, c'était la lutte d'un homme qui avait été éduqué pour tout contenir, pour tout rationaliser, et qui, face à elle, sentait pour la première fois que ce qu'il désirait réellement ne pouvait pas être transformé en équation commerciale. Chez elle, Jean-Luc la trouva pensive, lointaine. Il n'insista pas, mais en fin de soirée, il posa sa main sur l'épaule de sa fille, un geste rare. « Quoi que tu entendes, quoi que tu vois, rappelle-toi que ta dignité ne dépend de personne. Tu peux écouter, compatir, mais ne te perds pas dans les problèmes d'un monde qui ne cherche qu'à t'absorber. » Claire sourit faiblement. Elle savait que son père avait raison, mais elle savait aussi que ce qu'elle ressentait en présence d'Étienne devenait de plus en plus difficile à ignorer. Le lendemain, une nouvelle surprise attendait Claire. En entrant dans le hall de l'entreprise pour déposer des documents oubliés dans la voiture, elle croisa Camille Laurent. Grande, impeccablement habillée, son visage lisse comme un masque et ses talons claquant sur le marbre du sol, Camille incarnait tout ce que Claire n'était pas. Le prestige, l'élégance calculée, la prestance sociale. Elle se présenta brièvement, d'une voix froide en tant que consultante en images, chargée d'optimiser la communication du groupe dans la perspective d'un projet stratégique à l'international. Mais Claire vit immédiatement dans son regard qu'elle n'était pas dupe. Camille ne venait pas pour donner des conseils d'image. Elle venait prendre position. Et elle avait déjà identifié Claire comme une anomalie dans un monde où tout devait rester sous contrôle. Le mépris à peine voilé avec lequel Camille la traita, les regards de haut en bas, les questions faussement polies, tout indiquait qu'elle cherchait à la déstabiliser. Mais Claire, droite, calme, ne laissa rien paraître. Elle savait qu'elle venait d'entrer sur un terrain encore plus dangereux, celui où les apparences décident de l'avenir, bien plus que les compétences ou la sincérité. Ce soir-là, elle reprit le volant avec plus de réserve que jamais. Étienne, assis à l'arrière, semblait encore plus distant, comme replié dans une réflexion dont elle était exclue. Et pourtant, lorsqu'ils croisèrent le regard dans le miroir central, il y avait dans ses yeux une tristesse et une lucidité qui firent frissonner Claire. Elle comprit que derrière cette lutte intérieure se cachait une vérité plus grande encore. Étienne était en train de perdre le contrôle de sa propre vie. Et si elle restait à ses côtés,
Elle devrait bientôt choisir entre l'aider à résister ou se protéger en s'éloignant. Mais pour l'instant, elle ne pouvait que conduire et attendre. Le bruit sec des talons résonna dans le hall vitré de l'immeuble lorsque Camille Laurent entra. Drapé d'un manteau crème et d'une écharpe de soie, son regard glacial balayant l'espace. Le contraste avec Claire Dubois, assise au volant de la berline noire, le parapluie posé sur le siège passager, les mains encore gauches à l'idée de ce rôle qui lui revenait, était frappant. Camille, héritière d'une importante holding de mode, avait été introduite dans l'entreprise de Étienne Moreau en tant que consultante image. Mais tout le monde, sauf peut-être Claire, comprenait que sa présence relevait d'un autre dessein. Elle incarnait la sophistication sociale, le reflet poli d'un milieu où chaque sourire, chaque posture était calibrée. Ce matin-là, Claire la vit la première fois de près, et pour la première fois, elle se sentit non seulement conductrice, mais observée. Le miroir latéral refléta la scène. Claire détourna légèrement les yeux, sentit le vial glissement du jugement silencieux. Camille s'approcha du véhicule, posa un regard direct, presque froid, puis sortit un carnet griffonné d'une main qui trahissait l'assurance. Elle hésita un instant, comme si elle pesait la composition du tableau. La voiture, le chauffeur, le patron qui attendait. Elle dit d'un ton poli mais sans chaleur, « Monsieur Moreau m'a demandé de vous rencontrer ce matin. Il m'a informé que vous l'aviez conduit presque exclusivement depuis plusieurs semaines. Je voulais connaître brièvement votre disponibilité pour certains trajets. » Claire hocha la tête, mesurant chaque mot avant de répondre, « Je suis à son service tous les matins et soirs pour l'instant. » Un long instant de silence suivit, mais un silence comme un défi. Camille referma son carnet, esquissa un sourire imperceptible et s'éloigna. Le reste de la journée passa dans une atmosphère différente. Le trajet habituel vers le quartier d'affaires se déroula sous un ciel bas, comme si Paris retenait son souffle. Étienne monta, salua plus brièvement que d'habitude et ne prit pas la peine de regarder dans le rétroviseur. Claire observa ce changement d'attitude avec un mélange de surprise et d'inquiétude. La présence de Camille dans l'entreprise modifiait la dynamique. Elle sentit que ce que jusqu'alors avait été une relation naissante, fragile, était désormais scruté, évalué par des tiers. Elle se demanda si son rôle purement professionnel resterait intact ou s'il serait désormais parasité par des jeux d'apparence, des attentes sociales qu'elle ne voulait pas ou ne pouvait pas satisfaire. Quelques jours plus tard, un courrier interne annonça que Camille allait superviser certains projets de communication et d'image destinés à l'expansion asiatique de l'entreprise. Le ton formel de l'annonce, de préférence un langage neutre en apparence, masquait une évidence. Camille n'était pas là pour conduire des décisions esthétiques anodines. Elle représentait une fusion de pouvoir, de réseau, de patrimoine. Pour Claire, cela signifiait que l'espace où elle évoluait, déjà si étroit, devenait encore plus instable. Elle sentit les regards changeants des collègues au détour des couloirs, des sourires discrets qui murmuraient « Nouvelle ère, priorité stratégique ». Ce soir-là, au moment de déposer Étienne devant son immeuble, Claire ne put s'empêcher de le regarder une fraction de seconde dans le miroir. Il avait l'air ailleurs, les sourcils légèrement froncés, la mâchoire serrée. Quand il sortit du véhicule, il ne la remercia pas. Il se contenta d'un simple hochement de tête, geste sec. Claire resta immobile. Lorsqu'elle ferma la portière, elle sut que quelque chose avait changé. La rivalité silencieuse s'était installée, et elle ne savait pas encore à quel point elle serait affectée. Quelques jours plus tard, lors d'un événement de l'entreprise où Camille apparaissait en robe noire, coiffée de manière impeccable, Claire fut aussi présente, non pas comme invitée, mais comme la conductrice. Elle attendait dans le hall près de la voiture, scrutant sans le vouloir le va-et-vient des invités fortunés, des actionnaires élégamment vêtus, tandis que Camille frayait son chemin entre les groupes, échangeait des mots polis, tissait des contacts. Un instant, la main de Camille frôla la poignée de l'un des sièges de la voiture. Claire tendit l'oreille. Elle entendit la voix de Camille dire à quelqu'un « Oui, le chauffeur est toujours la même. Mais j'aimerais proposer un renouvellement pour assurer qu'aucune relation personnelle ne se développe. » Le ton était neutre, mais l'intention était claire. Claire sentit un pic de colère monter, mais elle garda le visage impassible. Elle comprit que son rôle risquait de glisser, de perdre son innocence, de devenir l'enjeu d'un jeu où elle ne souhaitait pas participer. Le soir, en rentrant à Montreuil,
Elle trouva Jean-Luc assis, silencieux, la télévision allumée sans son. Elle posa sa veste, s'assit près de lui et lui raconta brièvement l'atmosphère qu'elle vivait. Il l'écouta attentivement, sans la moindre interruption. Lorsqu'elle termina, il posa sa main sur le dossier du canapé et dit « Tu savais que ça arriverait. Dans ce monde, la compétence ne suffit pas. Il faut être nombre, être visible, être acceptable. » Claire secoua légèrement la tête. « Je ne veux pas être acceptable. Je veux être. » Il lui sourit, triste mais fier. « Alors fais-le comme toi seul tu peux le faire. » La semaine suivante, le trio se retrouva malgré lui dans la voiture, Claire au volant, Étienne à l'arrière droit, et Camille installée sur le siège passager avant, apparemment invitée pour un échange informel. L'ambiance était électrique mais parfaitement polie. Étienne conduisit sans un mot. Camille parla distraitement du temps, de projets, de la position de l'entreprise dans l'industrie asiatique. Elle ne s'adressa pas directement à Claire, ne prononça pas son nom. Mais chaque phrase contenait un sous-texte. Claire laissa couler son regard sur les vitres, immobile, écoutant, observant. Elle se rendit compte que ce billet allé dans cette zone de confrontation était une nouvelle étape, et elle savait qu'elle ne pourrait plus rester simple spectatrice. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'immeuble d'Étienne, Camille sortit en claquant la portière, se retournant pour donner un dernier regard à Claire. Ce regard ne contenait ni haine, ni amitié, mais une évaluation, une prise de note silencieuse. Étienne sortit sans un mot, sans la remercier. Claire resta un moment immobile, puis redémarra, retourna vers Montreuil, le cœur lourd. Elle se rendit compte que la simplicité qu'elle avait chérie jusque-là se trouvait désormais menacée. Elle ne savait pas encore comment réagir. Elle ne savait pas encore jusqu'où cette rivalité irait, mais elle savait que tout ce qu'elle avait voulu éviter, d'être le pion dans un jeu de statues, se profilait désormais devant elle. Et face à cela, elle devait choisir, se retirer, affirmer sa place ou se laisser emporter. La route du retour fut sombre, la ville silencieuse, excepté le cliquetis régulier des essuie-glaces. Claire sentit un froid différent cette fois. Ce n'était pas celui de l'hiver approchant, mais celui d'un monde qui se fermait autour d'elle. Elle attendit, sachant que la partie venait de commencer. Le silence qui régnait dans la voiture n'était plus celui d'un trajet paisible ou professionnel. Il était devenu lourd, épais, presque étouffant. Claire n'ignorait plus rien des regards en coin, des sous-entendus circulant dans les couloirs de l'entreprise, ni des allusions de Camille, de plus en plus présentes dans l'entourage d'Étienne. Ce qui, quelques semaines auparavant, n'était qu'un déséquilibre discret s'était transformé en territoire miné. Elle ne pouvait plus ignorer l'inconfort qui l'accompagnait du matin au soir, cette sensation d'être observée, pesée, comparée, comme si sa simple présence dérangeait l'ordre établi. Elle n'avait jamais eu l'intention de s'imposer. Depuis le premier jour, son seul objectif avait été de protéger son père, de préserver sa place, de maintenir l'équilibre fragile de leur quotidien. Mais les choses avaient pris une tournure différente, sans qu'elle ne le cherche. Étienne lui avait ouvert un espace inattendu, une zone de dialogue, de complicité même, qui l'avait déstabilisée, parfois émue, mais aussi profondément troublée. Ce qu'elle croyait pouvoir gérer avec froideur s'était révélé plus complexe, plus dangereux. Elle comprenait désormais que chaque jour de plus dans cette voiture, chaque regard échangé, chaque conversation partagée, nourrissait des attentes, des tensions, des oppositions. Elle sentait qu'Étienne lui lançait des signaux souvent ambigus, parfois sincères, mais toujours liés à une réalité qu'elle ne maîtrisait pas. Et surtout, elle n'était pas prête à devenir le centre d'un conflit qui ne lui appartenait pas. Alors, une nuit, après une journée particulièrement tendue, Claire s'installa à la table de la cuisine, le carnet de son père devant elle, et rédigea une lettre. Elle pesait chaque mot avec une attention douloureuse. Elle voulait qu'Étienne comprenne, sans colère ni accusation, qu'elle avait besoin de reprendre le contrôle de sa propre trajectoire. Que ce travail temporaire avait dépassé les frontières qu'elle s'était fixées et qu'elle refusait de devenir un symbole, un problème, un obstacle. Elle écrivit qu'elle avait sincèrement apprécié la confiance, les échanges, même les silences, qu'elle n'avait jamais eu d'autres intentions que d'être professionnelle, respectueuse, mais que les récents événements, les tensions internes, la place envahissante de Camille et surtout l'ambiguïté croissante de leur relation l'avaient poussée à faire un choix. Elle terminait la lettre en remerciant Étienne pour l'opportunité et en lui souhaitant sincèrement
de trouver un équilibre dans un monde qu'elle n'avait jamais vraiment compris. Une fois la lettre terminée, elle la glissa dans une enveloppe blanche, écrivit simplement le prénom Étienne sur le devant, puis la confia à son père. Jean-Luc, toujours affaibli mais lucide, la regarda longuement. « Tu es sûr ?» Claire hocha la tête, avec cette détermination tranquille qu'il lui connaissait bien. « Je veux sortir de cette histoire avant qu'elle ne me détruise, et avant qu'elle ne le détruise aussi. » Jean-Luc garda la lettre dans sa boîte à gants, avec l'intention de la remettre à Étienne au moment opportun. Claire, de son côté, informa discrètement l'équipe de gestion qu'elle ne serait plus disponible après le vendredi suivant. Elle proposa même d'aider à la transition à l'intégration du chauffeur de remplacement. Elle ne voulait laisser derrière elle ni conflit ni désordre, mais la lettre ne fut jamais remise. Le jeudi soir, en rentrant à la maison, elle trouva la porte entr'ouverte. À l'intérieur, une scène figée. Son père au sol, le visage pâle, les yeux clos. Une chute. Le temps se suspendit. Elle appela les secours dans un état d'alerte muette, agissant mécaniquement, comme si elle avait déjà vécu cette urgence. L'ambulance arriva rapidement. Les voisins se rassemblèrent sans poser de questions. À l'hôpital, les médecins diagnostiquèrent un traumatisme crânien léger, mais recommandèrent une hospitalisation de quelques jours par précaution. Claire passa la nuit sur un fauteuil de la salle d'attente, incapable de dormir. L'enveloppe était restée dans la poche intérieure du manteau de son père, intacte. Au matin, elle prit une décision différente. Elle n'allait pas quitter son poste, du moins pas maintenant. Elle ne le faisait plus seulement pour éviter les complications, ni pour reculer face à Camille. Elle le faisait parce qu'elle n'avait plus le luxe de se retirer. La santé de son père redevenait la priorité absolue. Elle devait tenir bon, pour lui, et peut-être aussi pour elle-même. Lorsqu'elle réapparut devant le bâtiment d'Étienne, le lundi suivant, à l'aube, elle sentit le regard de l'agent de sécurité s'attarder une seconde de plus. Personne ne s'attendait à la revoir. Étienne non plus. Quand il descendit de son appartement, prêt à être conduit comme chaque matin, il s'arrêta net en la voyant près de la voiture. Il s'approcha, lentement, comme s'il doutait de la réalité de sa présence. « Claire, je pensais que... » Elle répondit avant qu'il ne finisse. « Il y a eu un contretemps. Mon père a eu un accident. Je reprends temporairement jusqu'à ce que la situation soit stable. » Étienne parut abasourdi, inquiet. « Il va bien ? » « Il est entre de bonnes mains. Mais il aura besoin de temps. Alors pour l'instant, je suis là. » Il hocha la tête sans insister, mais son regard trahissait une émotion qu'il s'efforçait de contenir. Une sorte de soulagement, mêlé de culpabilité. Ils reprirent la route dans un silence chargé de signification. Claire, concentrée sur la conduite, sentit plusieurs fois le regard d'Étienne dans le miroir. Il ne disait rien, mais elle savait qu'il se posait 1000 questions. Pourquoi était-elle revenue ? Avait-elle changé d'avis ? Était-ce une décision pragmatique ou un choix personnel ? Et surtout, que contenait cette lettre qu'il n'avait jamais reçue ? Pour l'instant, Claire ne comptait pas lui en parler. Elle avait choisi de rester malgré tout, mais les règles avaient changé. Elle avait repris le contrôle de ses décisions et cela faisait toute la différence. Peu importait ce que Camille pensait, peu importaient les pressions du père d'Étienne ou les rumeurs internes. Elle allait terminer ce qu'elle avait commencé à sa manière, et le moment venu, elle déciderait de la suite, sans regret, sans dépendance, et surtout, sans laisser à quiconque le pouvoir de dicter la valeur de sa présence. L'hôpital public de Saint-Antoine avait cette odeur particulière que Claire avait toujours redoutée, un mélange de désinfectant, de fatigue humaine et de tension contenue. Depuis l'accident de Jean-Luc, elle passait le plus clair de ses soirées dans la salle d'attente du service de neurologie, un livre toujours ouvert sans jamais être réellement lu. Son père, malgré la chute et les ecchymoses, gardait cet humour discret qui avait toujours été sa manière de rassurer. Mais Claire savait lire entre les lignes. Le médecin avait été clair. Il faudrait plusieurs semaines avant que Jean-Luc puisse reprendre toute activité physique. Il devait éviter les efforts, le stress et surtout ne pas reprendre le volant. Devant cette réalité, Claire avait immédiatement repris son poste au volant de la voiture d'Étienne, comme elle l'avait annoncé. Mais la situation n'était plus la même. Quelque chose s'était brisé dans le cours logique des événements. Elle n'était plus seulement une remplaçante ou une présence temporaire. Elle était revenue malgré elle, poussée par le devoir, mais habitée par un trouble qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle n'avait plus la naïveté du début. Elle connaissait maintenant les tensions internes, les regards pesants,
les conversations qui ne lui étaient pas destinées mais qu'elle avait surpris. Elle savait exactement où elle mettait les pieds. Étienne l'avait accueillie sans commentaire, mais son attitude avait changé. Le matin où il la vit de nouveau au volant, il afficha une surprise sincère, mêlée d'un soulagement palpable. Il n'osa pas poser de questions, respectant peut-être le silence qu'elle imposait, mais ses regards étaient devenus plus fréquents, plus insistants, comme s'il cherchait à deviner ce qu'elle ne disait pas. Ce n'était plus un jeu de séduction ou de curiosité. C'était autre chose. Une inquiétude, peut-être, ou une forme de culpabilité. Le jour où Claire reprit le volant, elle avait retiré la lettre qu'elle avait confiée à Jean-Luc. L'enveloppe était froissée, les bords abîmés par les jours passés dans une poche de manteau. Elle la relut seule, dans la cuisine silencieuse de leur appartement, avant de la brûler dans le petit évier en inox, sans hésitation. Ce qu'elle avait écrit ne lui convenait plus. Ce n'était pas un retrait. Ce n'était pas une démission. C'était un aveu prématuré d'une douleur qu'elle refusait désormais de nourrir. Le travail reprit avec une routine presque mécanique. Les trajets matinaux, les allers-retours vers les sièges sociaux, les hôtels particuliers, les dîners d'affaires. Claire exécutait chaque tâche avec une précision professionnelle, mais le silence entre elle et Étienne était plus lourd qu'avant. Il n'était pas vide. Il était plein de mots qu'aucun d'eux n'osait prononcer. Parfois, dans le rétroviseur, leurs regards se croisaient, et ce simple contact visuel suffisait à réactiver tout ce qui avait été dit, ou justement tu. Un soir, après un rendez-vous particulièrement long, Étienne monta dans la voiture avec un air plus fermé que d'habitude. Il semblait agité et distrait. Il demanda à Claire de ne pas rentrer tout de suite. Il voulait faire un détour. Elle hocha la tête sans poser de questions. Ils roulèrent longtemps, à travers les rues désertes de Paris, jusqu'à ce qu'il lui demande de s'arrêter sur les quais, près de la Seine, là où les lampadaires diffusaient une lumière tamisée sur les pavés humides. Il ne descendit pas. Il resta silencieux quelques minutes, puis enfin il parla. « Je n'ai pas lu la lettre, mais je sais qu'il y en avait une. Je l'ai vue dans la poche de votre père, à l'hôpital. Je n'ai pas voulu la prendre, j'ai attendu qu'on me la donne. Et elle ne m'a jamais été remise. » Claire ne répondit pas immédiatement. Elle fixait la scène, son courant tranquille, indifférent au drame des hommes. « Parce que j'ai changé d'avis, parce que ce que j'ai écrit ce jour-là n'est plus vrai aujourd'hui. Et parce que j'ai compris que parfois, les mots que l'on croit nécessaires deviennent obsolètes avant même d'être lus. » Étienne hocha lentement la tête. « Vous n'aviez pas à revenir. Vous auriez pu disparaître. J'aurais compris. Mais je ne suis pas revenu pour vous. Je suis revenu pour mon père. Et maintenant je reste pour moi. Parce que je veux choisir quand partir. Et non pas être poussé dehors par le regard d'une autre ou par les calculs de votre conseil d'administration. » Le silence qui suivit fut lourd mais différent, moins douloureux, plus vrai. Étienne se redressa légèrement sur son siège, les mains croisées sur ses genoux. « J'ai laissé Camille s'installer dans cette entreprise comme on pose un pion sur un échiquier, parce que c'est ce que mon père attendait, parce que c'était la suite logique de ce qu'on m'avait appris à être. Mais je n'ai jamais voulu de cette vie. Je suis fatigué de feindre que tout cela a un sens. » Claire ne détourna pas les yeux. Elle ne voulait plus se cacher. Et pourtant, vous continuez à jouer, parce que je ne sais pas comment faire autrement. Cette confession, simple, presque douloureuse, frappa Claire plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle voyait devant elle non plus le PDG distant, mais un homme cerné par ses propres contradictions. Et dans cet instant suspendu, elle comprit qu'il n'y aurait pas de solution simple, pas de dénouement parfait, seulement des choix, difficiles, progressifs, mais essentiels. Ils reprirent la route sans un mot, la ville s'endormant autour d'eux. Quand Étienne descendit du véhicule, il s'attarda un instant, la main sur la portière. « Merci d'être revenue, Claire. » Elle ne répondit pas, pas par indifférence, mais parce qu'elle savait que ce merci n'était que le début d'une série de vérités que chacun d'eux allait devoir affronter. Et elle préférait qu'il les affronte, non pas pour elle, mais pour lui-même. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait à Montreuil, le moteur silencieux de la voiture résonnant comme une mélodie familière, Claire sentit que quelque chose avait basculé. L'accident de son père n'avait pas seulement modifié sa trajectoire, il avait révélé la fragilité de tous les équilibres. Et désormais, plus rien ne pourrait rester figé, ni les sentiments, ni les postes, ni les masques. La pluie tombait finement sur les vitres de la berline noire stationnée au bord du trottoir, déposant une couche humide sur le pare-brise et dessinant des traînées d'eau sous les essuie-glaces silencieux.
Ce mardi matin, Paris semblait enveloppé dans un brouillard gris et la lumière pâle des lampadaires se mêlait à celle du jour naissant, sans parvenir à chasser complètement l'obscurité. Claire attendait Étienne, comme chaque matin depuis son retour. Elle observait distraitement les passants, les visages encore endormis, les épaules haussées contre le froid. Mais ce matin-là, elle sentait que quelque chose approchait. Elle le devinait au ton du message qu'il lui avait envoyé la veille, plus bref, plus personnel. Elle le sentait dans le regard insistant qu'il lui avait lancé la veille au soir, lorsqu'elle l'avait déposé sans un mot. Lorsqu'il entra dans la voiture, Étienne n'attendit pas que le véhicule démarre. Il resta quelques secondes silencieux, les yeux fixés sur le tableau de bord, les mains posées sur ses genoux. Claire garda les yeux sur la route, les deux mains sur le volant. Ce silence-là n'était pas une attente polie. C'était le prélude d'une décision. Il finit par parler d'un ton calme, presque clinique. « Claire, il faut qu'on parle, pas en tant que chauffeur et client, pas en tant que collègue, mais en tant que deux personnes qui savent qu'il se passe quelque chose. » Elle ne détourna pas les yeux. « Je vous écoute. » Il inspira lentement, pesant chacun de ses mots. « Depuis le début, je vous ai observé. Pas comme on observe quelqu'un pour le juger, mais parce que vous êtes différente. Vous êtes entrée dans ma vie comme un élément étranger à tout ce que je connaissais. Et j'ai laissé faire. J'ai voulu comprendre pourquoi cette étrangeté me semblait apaisante, même quand elle me mettait mal à l'aise. Mais je dois être honnête, ce n'est pas que de la curiosité. Ce n'est plus un simple trouble. » Claire ne répondit pas immédiatement. Elle tourna lentement la clé de contact et la voiture démarra. Ils prirent la route sans se parler, mais la tension avait changé de nature. Étienne continua. « Vous m'avez vu dans mes silences, dans mes contradictions. Vous avez entendu des choses que peu de gens dans cette entreprise savent. Et malgré ça, vous êtes restée droite. Vous ne m'avez jamais demandé d'explication. Vous ne m'avez jamais jugé. Mais je ne peux pas continuer comme si de rien n'était. » Elle freina doucement à un feu rouge, puis tourna légèrement la tête vers lui. « Qu'est-ce que vous attendez de moi, Étienne ?» Le fait qu'elle prononce son prénom, sans hésiter, le frappa visiblement. Il marqua un temps, comme pour s'adapter au changement de ton. « Je ne sais pas. Je ne vous demande pas de faire un choix, ni de prendre un risque. Mais je veux comprendre. Pourquoi avez-vous voulu partir? Et pourquoi êtes-vous revenu ?» Claire garda les yeux sur la route, mais sa voix était ferme. « J'ai voulu partir parce que je sentais que je ne contrôlais plus la situation, parce que j'avais l'impression de déranger, de devenir un sujet de conversation, un obstacle pour certains, un problème pour d'autres. Et je ne supporte pas l'idée d'être un poids. Je suis revenu parce que mon père avait besoin de moi, et parce que je me suis dit que fuir ne me ressemblait pas. » Le silence s'installa à nouveau, mais il n'était plus pesant. Il avait cette qualité rare des silences habités. Étienne reprit plus doucement. « Vous n'êtes pas un problème. Vous êtes la seule chose qui m'est parue vraie depuis des mois. Je vis dans un monde de façades, de compromis, de décisions froides. Avec vous, je ne joue pas un rôle, et c'est précisément ce qui me fait peur. » Elle se gara doucement sur le bas-côté, dans une rue plus calme, et coupa le moteur. Elle se tourna vers lui, les mains croisées sur ses genoux. « Je ne vous ai jamais demandé de me voir. Je n'ai jamais cherché à entrer dans votre monde. Mais je suis là maintenant, et je refuse de faire semblant. Si vous cherchez quelqu'un pour vous fuir, ce ne sera pas moi. Mais si vous attendez de moi que je joue un rôle dans un scénario déjà écrit, alors il vaut mieux que je m'en aille. » Étienne baissa les yeux. Il semblait réfléchir. Lorsqu'il releva la tête, son regard avait changé. « Je ne veux pas que vous partiez, mais je ne peux pas vous promettre que ce sera facile. Je ne suis pas habitué à vivre selon ce que je ressens. J'ai appris à obéir à la logique, à l'intérêt, au plan. Les sentiments ne font pas partie de ce plan. Alors il faudra apprendre à improviser, dit-elle simplement. » Il sourit, mais c'était un sourire triste, presque incrédule. « Vous rendez les choses à la fois plus claires et plus compliquées, parce que je ne triche pas. Et je n'attends rien de vous. Je veux juste être respecté pour ce que je suis, pas pour ce que je pourrais représenter dans vos luttes internes. » Ils restèrent quelques minutes sans bouger, chacun perdu dans ses pensées. Puis Claire remit le moteur en marche et reprit la route vers le siège de l'entreprise. Lorsqu'ils arrivèrent, Étienne posa la main sur la poignée, mais ne sortit pas tout de suite. « Je ne sais pas où tout cela va nous mener, mais je vous demande une chose. Ne me laissez pas me réfugier derrière mes habitudes. Continuez à me parler comme aujourd'hui, même si ça me dérange, même si ça me déstabilise. » Claire acquiesça, sans un mot.
Étienne sortit alors du véhicule, referma la portière et s'éloigna d'un pas plus lent que d'habitude. Ce jour-là, Claire se sentit à la fois épuisée et renforcée. Ce n'était pas une victoire, ni une défaite. C'était un point d'équilibre fragile, bâti sur une vérité nue, sans promesse, sans illusion. Et cela suffisait, pour l'instant. Le jeudi après-midi était froid et clair, l'air chargé de cette tension sèche propre au jour où quelque chose est sur le point de basculer. Dans les couloirs feutrés de l'entreprise Moreau, le personnel parlait à voix basse, le ton plus prudent qu'à l'accoutumée. Une réunion exceptionnelle avait été convoquée par Gérard Moreau, le père d'Étienne. Actionnaire majoritaire et fondateur du groupe, retiré officiellement depuis quelques années, mais toujours présent à chaque décision importante. Officiellement, la réunion concernait la réévaluation de la stratégie de fusion avec la holding Laurent. En réalité, chacun savait qu'il s'agissait d'une mise au point entre le père et le fils, avec Camille Laurent comme témoin nécessaire et outil d'équilibre. Claire, qui n'avait aucune raison d'assister à cette réunion, l'ignora autant que possible. Elle restait à sa place, prête à conduire Étienne à la fin de son entretien, mais cette fois, son cœur battait plus vite. Elle avait vu l'expression de son visage ce matin-là, tendu, crispé. Elle l'avait entendu murmurer à son assistante qu'il fallait affronter les choix et pas seulement les chiffres. Elle savait que ce jour n'était pas anodin. Et même si elle n'était pas censée en faire partie, elle pressentait que ce qui se jouerait dans cette pièce affecterait tout le reste. La salle de réunion au dernier étage était vaste, vitrée, donnant sur la skyline parisienne. À l'intérieur, autour de la longue table de chêne, se trouvait Gérard Moreau, assis en bout de table, Camille Laurent à sa droite, impeccable dans un tailleur gris perle, et Étienne, en face d'eux, les mains croisées devant lui, visiblement tendu mais décidé. Les autres membres du conseil étaient connectés à distance, visages figés sur les écrans disposés le long du mur. Gérard prit la parole sans détour. « Nous sommes à une étape décisive. Le marché asiatique nous attend. Le groupe Laurent apporte un portefeuille solide, une image internationale. Camille est prête à représenter notre union devant les actionnaires. Ce que nous attendons de toi, Étienne, c'est un engagement clair, pas seulement un accord économique, un engagement visible, personnel. » Camille ne parla pas, mais elle jeta un regard vers Étienne, mélange de neutralité polie et d'attente stratégique. Elle savait jouer son rôle sans en faire trop. Elle n'avait besoin d'aucun geste théâtral. Tout reposait sur la pression silencieuse des regards, des enjeux accumulés depuis des mois. Étienne se redressa légèrement. « J'ai toujours respecté notre entreprise. J'ai suivi le plan que tu as tracé. J'ai sacrifié mes ambitions personnelles. Mais ce que tu demandes aujourd'hui dépasse la logique professionnelle. Tu veux que je me lie à une personne pour renforcer une stratégie. Ce n'est plus du management. C'est une forme de troc. » Gérard haussa les sourcils, croisa les bras. « Tu crois que les grands groupes se bâtissent sans alliance personnelle? Tu crois que j'ai tout construit en suivant mes sentiments? L'émotion est un luxe. Toi, tu es né dans la logique. Tu as été formé pour ça. » Étienne le fixa, la voix plus ferme. « Je ne suis plus cet enfant qui cherchait ton approbation. J'ai compris que si je continue à suivre ton modèle, je perdrai ce qu'il me reste d'humain. Je ne peux pas m'engager dans une mascarade. Camille mérite autre chose qu'un accord sans cœur. Et moi, je mérite autre chose qu'un mariage d'affaires. » Le silence fut long. Camille gardait le visage impassible, mais ses doigts jouaient nerveusement avec l'anneau discret à sa main droite. Elle comprenait que la scène lui échappait. Étienne ne suivrait pas le scénario prévu. Elle n'était pas humiliée, ce n'était pas son tempérament, mais elle sentait que sa place dans l'échiquier se réduisait. Gérard se leva lentement, sa voix plus froide. « Alors tu refuses ? Je refuse de sacrifier ma vie privée pour ton confort d'actionnaire. Si cela signifie que je perds ma place ici, alors soit. Je suis prêt à en assumer les conséquences. » Le conseil, à l'écran, resta figé. Aucun commentaire ne fusa. Le silence des visages éloignés était plus révélateur que 1000 protestations. Le message était passé. Étienne venait de poser une frontière. Il venait de briser une chaîne. Lorsqu'il sortit de la salle, les épaules raides mais le regard droit, Claire était là. Elle s'était levée en le voyant approcher, prête à ouvrir la portière comme d'habitude, mais il s'arrêta devant elle, immobile. « C'est fait, » dit-il. « Et maintenant ? Maintenant, je vais devoir décider si je veux rester dans une entreprise où on ne m'autorise pas à être un homme, ou si je préfère repartir à zéro. »
Claire ne répondit rien. Elle se contenta de prendre le volant, de démarrer en silence. Le trajet fut long, traversant les boulevards haussmanniens baignés d'une lumière d'automne. Étienne gardait les yeux rivés à la fenêtre. Il ne parlait plus. Mais dans ce silence, Claire comprenait ce qu'il affrontait. L'idée de tout perdre, peut-être pour la première fois, s'enfilait. En le déposant, elle tourna brièvement la tête. Ce n'est pas la perte qui fait peur, c'est de découvrir qu'on s'est trompé de combat. Étienne la regarda, surpris. Puis il hocha la tête. « Je pense que je commence à comprendre la différence. » Il sortit sans autre mot, mais son pas avait changé. Il n'était plus pressé, ni mécanique. Il était celui d'un homme qui ne savait pas encore ce qu'il allait faire, mais qui savait enfin ce qu'il ne voulait plus devenir. Et pour Claire, cela suffisait à lui redonner une forme de respect qu'aucune réussite ne lui avait jamais inspirée. La nouvelle tomba un lundi matin dans un mail bref adressé à tous les membres de la direction, puis relayé au reste des employés. Étienne Moreau, président-directeur général du groupe Moreau Technologies, annonçait son retrait temporaire de ses fonctions, le temps de permettre une transition adaptée à l'évolution stratégique de l'entreprise et à la nécessité de se recentrer sur des priorités personnelles. Aucune précision, aucun développement. Le ton était formel, presque froid, mais dans les couloirs, l'effet fut immédiat. Les conversations se mirent à fuser, les suppositions aussi. Certains parlèrent de rupture avec les actionnaires, d'autres de conflit familial, d'autres encore d'épuisement ou de manœuvres tactiques. Mais tous sentaient que quelque chose de profond venait de se produire. Claire lut l'information sur son téléphone en attendant dans la voiture vide garée devant l'immeuble. Elle ne fut pas surprise. Elle avait vu jour après jour Étienne se heurter à des murs invisibles, se fatiguer de compromis qu'il ne supportait plus. Elle savait que cette décision n'était pas impulsive. Elle était le fruit d'une lassitude accumulée, d'un besoin vital de se libérer. Pourtant, malgré cette compréhension, elle sentit une vague d'inquiétude monter en elle. Parce que cette fois, elle ne savait pas où il était allé, ni ce qu'il comptait faire. Et surtout, elle ne savait pas s'il reviendrait. Elle passa la journée sans nouvelles. Aucun message, aucun appel. Elle conduisit une autre personne du bureau ce jour-là, comme si tout était revenu à la normale. Mais rien ne l'était. Elle rentra à Montreuil avec un sentiment de vide, sans que son père n'ait besoin de lui poser de questions. Jean-Luc, rétabli mais encore prudent dans ses déplacements, observait sa fille avec la sagesse tranquille de ceux qui ont vu le monde trop souvent tourner à l'envers. Le soir, alors qu'elle s'apprêtait à aller se coucher, son téléphone vibra. Un message. Court. « Peux-tu me retrouver demain à 11h, rue de Charonne, devant le numéro 38 ? Je veux te montrer quelque chose. Étienne. » Le lendemain, Claire arriva à l'adresse indiquée. Une devanture discrète, aux vitres masquées par du papier Kraft. Sur la porte, un simple panneau manuscrit « Travaux en cours, ouverture prochaine ». Étienne l'attendait vêtu simplement, sans costume, sans attaché-case. Il sourit en la voyant, un sourire sans défense, presque libéré. « C'est ici, l'endroit dont je t'ai parlé un jour, tu te souviens? Une maison d'édition pour auteurs indépendants. Ça fait des années que j'en rêvais. Mais jusqu'à présent, je ne m'étais jamais autorisé à y croire. Maintenant, je peux. » Claire observa la façade, les murs encore bruts, l'intérieur en chantier. Elle l'imagina soudain rempli de livres, de manuscrits, de discussions passionnées autour de textes oubliés. Elle sentit quelque chose se détendre en elle, pas un soulagement immédiat, mais une promesse de réalité. « Tu as vraiment quitté la direction ?» demanda-t-elle. « Oui, j'ai remis mes fonctions entre les mains du conseil. J'ai conservé mes parts, mais je me suis retiré de la gestion. Mon père ne m'a pas retenu. Il a compris que c'était inutile et que je n'étais plus manipulable. » Claire croisa les bras, s'appuyant contre la vitrine. « Et maintenant, tu deviens éditeur du jour au lendemain ?»« Non, je deviens apprenti. Je veux comprendre, apprendre. Je veux construire quelque chose qui m'appartienne, et j'aimerais que tu en fasses partie. » Elle le regarda interloquée. « Moi ? Tu m'as dit un jour que tu voulais une librairie ou un espace de lecture. Tu m'as parlé de ta passion pour la littérature. Je me suis dit que tu pourrais être la personne idéale pour sélectionner les textes, pour créer une ligne éditoriale sincère. Tu n'aurais pas de rôle décoratif. Tu serais associé au projet dès le départ. En égal. » Le mot résonna. Égal. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle entra dans le local, marcha lentement parmi les étagères encore inexistantes, les murs à nu,
les câbles électriques qui pendaient. Elle sentit une énergie brute, le genre d'endroit où tout peut commencer. Elle ferma les yeux un instant, comme pour ancrer cette sensation. « Je ne veux pas être une caution artistique, » dit-elle enfin. « Je ne veux pas que ce projet soit une reconversion dorée ou un caprice. Ce ne sera pas le cas. Ce lieu sera un travail. Un vrai, exigeant. Je n'attends pas que tu dises oui maintenant. Mais je veux que tu saches que si tu acceptes, ce ne sera pas par hasard. Ce sera parce que tu y as ta place. » Ils sortirent ensemble, marchèrent quelques pas dans la rue animée, les passants filant autour d'eux. Claire n'était pas pressée. Elle sentait que cette proposition ne venait pas d'un homme amoureux ou perdu. Elle venait d'un homme qui avait, pour la première fois, choisi par lui-même. Ils s'arrêtèrent devant une terrasse encore vide. Étienne commanda 2 cafés et le silence entre eux fut paisible, non plus chargé de tension ou de non-dit. Quand elle le regarda enfin, elle dit calmement « Je vais réfléchir, mais sache que ce que tu viens de me proposer a plus de valeur que tout ce que j'ai entendu depuis longtemps. Alors prends le temps. Mais sache que je ne le fais pas pour te garder près de moi. Je le fais parce que je crois en ce que tu peux apporter à ce projet. Et à moi. » Claire sourit, une expression discrète mais pleine de sens. « C'est la première fois que quelqu'un me propose quelque chose sans me demander de me transformer. » Étienne acquiesça, et cette fois, il ne chercha pas à répondre. Il savait que certaines phrases méritent de rester suspendues sans être commentées. Ce jour-là, Claire rentra chez elle avec un sentiment nouveau. Une ouverture, une brèche dans la rigidité du quotidien. Pour la première fois, elle envisagea l'avenir non pas comme une fuite ou une adaptation, mais comme un espace possible, pas parfait, pas garanti, mais réel. Et cela suffisait. L'espace situé rue de Charonne changeait lentement d'allure. Les murs, autrefois nus, prenaient couleur sous les couches de peinture claire. Les ouvriers entraient et sortaient, transportant des planches, installant des luminaires, ajustant les étagères prévues pour accueillir des centaines de livres. Au milieu du chantier organisé, Étienne se déplaçait avec concentration, parlant avec les artisans, prenant des notes, envoyant des messages. Il n'était plus le PDG pressé, entouré de collaborateurs silencieux. Il était un homme engagé dans quelque chose de tangible, de concret. Et surtout, il n'était plus seul. Claire avait dit oui. Sa réponse avait été sobre, sans effet dramatique. Lors d'un appel quelques jours après leur dernière rencontre, elle avait simplement dit « Je suis prête à essayer, pas pour te faire plaisir, pour moi ». Depuis, elle passait ses journées sur place, entre les cartons de livres d'auteurs indépendants qu'elle avait aidé à choisir, les manuscrits proposés qu'elle lisait le soir dans sa chambre et les échanges avec des graphistes pour les premières couvertures. Elle découvrait un monde qu'elle aimait, où chaque mot comptait, où chaque décision prenait le temps de mûrir. Ils avaient choisi un nom ensemble, Feuille libre, un clin d'œil au mouvement, à la légèreté, mais aussi à l'idée de détachement, d'indépendance. Claire en avait eu l'idée en lisant une phrase de Marguerite Duras qu'elle avait griffonnée sur un carnet. « L'indépendance n'est pas une revendication, c'est un souffle. » Étienne avait approuvé sans discuter. Il avait aimé cette symbolique discrète mais forte. Ce projet était devenu leur point d'ancrage. Non pas un abri contre le monde, mais un espace construit avec lucidité, à distance des pressions, des apparences, des faux semblants. Ils ne vivaient pas ensemble. Claire restait à Montreuil avec Jean-Luc, qui reprenait peu à peu ses habitudes, même s'il devait encore ménager ses forces. Elle continuait à cuisiner pour lui, à lire avec lui le journal le matin. Elle lui racontait l'avancement de la maison d'édition, les doutes, les bonnes surprises. Jean-Luc écoutait, attentif, parfois moqueur, mais toujours bienveillant. Il n'avait jamais demandé si elle était amoureuse d'Étienne. Mais il avait posé une question un soir alors qu'il dînait. « Est-ce qu'il te regarde comme quelqu'un qu'il comprend ou comme quelqu'un qu'il veut changer ?» Claire avait souri, la fourchette en main. « Il me regarde comme quelqu'un qu'il apprend encore à découvrir. Et c'est pour ça que je reste. » À l'intérieur de Feuille libre, les journées étaient longues mais riches. Claire recevait les auteurs, répondait aux lettres, sélectionnait les textes qui lui semblaient sincères. Elle refusait les manuscrits, qui sentaient la stratégie, l'écriture fabriquée. Étienne l'écoutait, parfois la contredisait, mais toujours avec respect. Leur collaboration n'était pas toujours fluide. Ils débattaient, s'opposaient parfois sur des choix esthétiques. Mais leur travail avait une base saine, construite sur la confiance. Ils ne s'affichaient pas comme couple. Dans le cadre professionnel, ils restaient sobres.
Claire tenait à cette distinction. Elle ne voulait pas que l'on pense qu'elle avait accepté ce poste à cause d'un lien sentimental. Elle voulait que chaque auteur, chaque partenaire, sente qu'elle était là pour la littérature, pour l'idée d'une maison différente. Étienne respectait cette exigence, même si parfois il la regardait plus longuement que nécessaire, comme s'il oubliait les murs qui les entouraient. Leur premier ouvrage édité fut un recueil de nouvelles écrites par des femmes ayant vécu dans des quartiers populaires d'Île-de-France. Le projet avait émergé lors d'un atelier d'écriture auquel Claire avait assisté discrètement. Elle y avait rencontré des voix fortes, mal connues, souvent invisibles. Elle avait proposé à Étienne d'en faire le point de départ de leur ligne éditoriale. Il avait accepté sans hésitation. La sortie du livre fut modeste, sans grande campagne, mais les retours furent sincères. Des libraires indépendants les soutinrent. Quelques articles parurent dans des blogs littéraires. Claire, pourtant discrète, donna même une interview à une radio locale. Elle y parla du besoin d'écouter autrement, de publier ceux qu'on ne lit jamais. Étienne l'avait écoutée depuis la boutique, le casque sur les oreilles, un sourire calme sur les lèvres. Après l'émission, elle était rentrée en fin de journée. Il l'attendait, 2 cafés à la main. « Tu as été brillante, » lui dit-il. « J'ai parlé comme je parle ici, avec des mots simples. C'est ce qui rendait tout vrai. Ils ne s'étaient pas embrassés. Ils n'avaient pas eu besoin. Leur lien s'exprimait autrement, dans le silence de fin de journée, dans le rangement des livres, dans les gestes coordonnés. Claire comprenait peu à peu que l'amour ne s'exprimait pas toujours dans les déclarations ou les gestes spectaculaires. Il pouvait aussi exister dans les décisions, dans les espaces partagés, dans les silences bienveillants. Ce premier choix, celui de rester, de bâtir un projet commun, d'aimer sans renier sa propre identité, n'était pas un saut dans l'inconnu. C'était une avancée lucide, construite. Et pour Claire, cela suffisait à donner un sens à tout ce qui avait précédé. Pour la première fois, elle n'était ni l'ombre d'un autre, ni une remplaçante. Elle était là parce qu'elle avait choisi d'y être, et parce que quelqu'un en face avait choisi de ne pas la transformer. Les feuilles d'automne tapissaient les trottoirs parisiens d'un manteau d'ocre, de cuivre et d'or terni. Le vent faisait frissonner les branches des platanes, et les passants pressèrent le pas, serrant leurs manteaux contre eux. Le quartier du Marais, pourtant habitué à l'agitation touristique, semblait avoir ralenti. Dans cette atmosphère suspendue, Claire marchait aux côtés d'Étienne, leurs pas synchrones sur les pavés irréguliers en direction de la Seine. Ils venèrent de quitter la boutique de Feuilles Libres, où un groupe d'élèves du lycée voisin avait passé l'après-midi à feuilleter les nouveaux ouvrages et à discuter littérature avec une fraîcheur qui avait fait sourire Claire. Depuis plusieurs mois, leur vie s'était structurée autour d'un rythme à la fois simple et dense. Les réunions de sélection éditoriale, les visites chez les imprimeurs, les échanges avec les libraires indépendants, les retours de lecteurs, parfois enthousiastes, parfois critiques, mais toujours attendus avec sincérité. Claire avait trouvé une forme d'équilibre dans ce quotidien, une façon de se sentir à sa place, respectée et écoutée. Elle n'avait plus besoin de justifier sa présence, ni de se protéger derrière une posture. Elle existait pleinement dans ce qu'elle faisait. Elle n'était plus la fille du chauffeur, ni la remplaçante silencieuse, ni une curiosité passagère dans la vie d'un PDG trop riche pour comprendre la simplicité. Elle était claire, et cela suffisait. Étienne, de son côté, n'avait pas cherché à reprendre son ancienne position. Il avait accepté de n'être qu'un cofondateur, un travailleur parmi d'autres. Il lisait, annotait, corrigeait, doutait. Il ne dominait plus, il coopérait. Il écoutait plus qu'il ne parlait et lorsqu'il proposait une idée, c'était avec cette humilité nouvelle qui avait pris racine le jour où il avait renoncé à obéir aux injonctions de son père. Il ne parlait plus de Camille, ni de l'entreprise. Il n'évoquait même pas les offres qu'il recevait encore, de temps en temps, de la part de groupes cherchant à l'attirer. Il n'avait pas besoin de se justifier. Il avait choisi sa voie. Une fois, définitivement. Ils arrivèrent sur le quai de l'hôtel de ville, là où les bouquinistes fermaient leurs boîtes vertes pour la nuit. La lumière dorée des réverbères faisait scintiller la surface du fleuve. Paris semblait retenir son souffle, comme si elle assistait à quelque chose d'intime sans oser l'interrompre. Claire s'arrêta, posant ses mains sur la rambarde en métal noir, regardant les bateaux-mouches passer lentement au loin, silencieux à cette heure. Étienne s'approcha, s'adossant à la rambarde à côté d'elle, les bras croisés. Il resta un moment silencieux, puis parla d'une voix posée. « Je me souviens du premier jour où je t'ai vu devant l'immeuble.
Je croyais que c'était un contretemps, une erreur à corriger. Mais tu étais là, droite, calme, et je ne savais pas encore que tout allait basculer. Pas à cause de ce que tu allais faire, mais à cause de ce que tu allais révéler chez moi. » Claire tourna la tête vers lui, sans répondre. Elle n'avait jamais été à l'aise avec les grandes déclarations, mais elle reconnaissait dans ces mots une vérité qu'elle n'avait plus besoin de nier. J'ai longtemps vécu avec des objectifs qui n'étaient pas les miens. J'ai cru que le succès, c'était d'avoir un titre, des chiffres, une reconnaissance automatique. Mais rien de tout ça ne m'a jamais rendu heureux. Et c'est en te regardant vivre selon ta propre mesure que j'ai compris ce que je voulais vraiment. Il se redressa, se tourna vers elle et la fixa. Son regard était stable, sans incertitude. « Je ne veux plus avancer dans une direction qui t'ignore. Je ne veux plus prendre de décisions qui ne te comptent pas. Ce n'est pas une demande, ni une proposition. C'est une promesse. Simple, claire. Je veux une vie qui te contient. Une vie où tu peux exister sans t'effacer. » Claire le regarda un long moment. Elle sentit les mots résonner en elle, non comme une surprise, mais comme une réponse attendue. Elle ne pleura pas. Elle ne sourit même pas immédiatement. Elle s'approcha de lui, attrapa doucement sa main et la serra. « Je ne veux pas d'un conte de fées, Étienne. Je ne veux pas qu'on me protège ou qu'on me célèbre. Je veux une vie partagée, avec ses défauts, ses jours ordinaires, ses imprévus. Si c'est ce que tu promets, alors oui, je suis là. Mais je ne veux pas que ce soit une belle histoire. Je veux que ce soit la nôtre. » Ils restèrent ainsi un instant, les mains jointes, les yeux dans les yeux. Le vent faisait voler quelques feuilles autour d'eux, et la ville continuait de vivre, indifférente et magnifique. Plus tard, en marchant de nouveau côte à côte le long du quai, Claire pensa à tout ce chemin parcouru, à l'accident de son père, au regard distant d'Étienne dans le rétroviseur, au dîner à Saint-Germain, à Camille, à la lettre jamais lue, à la boutique remplie de livres encore odorants d'encre fraîche. Elle pensa à son propre parcours, à ses choix, à ses silences, et elle sut que cette fois, elle ne regrettait rien. Ils s'arrêtèrent de nouveau, cette fois sous un arbre dont les branches formaient une arche naturelle. Étienne se tourna vers elle. « C'est ici que je veux te promettre quelque chose. Pas un futur parfait, pas une fin heureuse, mais une vie réelle. Une vie où chaque jour, je te verrai pour ce que tu es, pas pour ce que j'aimerais que tu sois. Une vie sans rôle, sans masque. Une vie avec toi, à hauteur d'homme. » Claire sourit alors pour de vrai pour la première fois ce soir-là. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu, être regardée sans devoir me justifier. » Ils restèrent là encore un peu, observant le fleuve, les lumières de Paris, et tout ce qui en eux venait enfin de trouver sa place. Ce n'était pas un conte, c'était une décision, une promesse, et elle avait été faite au bon endroit, au bon moment, par deux personnes qui, enfin, se reconnaissaient pleinement.